Bonsoir à toutes et tous. J'ai pas réussi à me connecter en live avec l'événement, alors du coup je me connecte en direct depuis le groupe. J'espère que vous réussirez à me rejoindre. Je vais essayer d'attendre un petit peu que les personnes arrivent parce que je me suis pas connectée comme d'habitude à l'événement. Je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné. Donc voilà, donc, je vais attendre un petit peu de voir si les personnes arrivent à se connecter. Ah voilà Anna. Coucou Anna. J'étais en train de dire que j'avais pas réussi à me connecter à l'événement. Je sais pas pour quelle raison j'ai pas réussi à me connecter, mais du coup voilà, je me suis connectée en direct. Donc désolée pour les personnes si vous attendiez la connexion par l'événement, mais j'ai pas réussi du tout comme d'habitude à me connecter. Voilà, donc du coup je vous dis bonsoir. Là pour l'instant j'ai l'impression que c'est à toutes puisque je vois qu'il y a beaucoup de femmes. Ce soir, en fait, on va parler du triangle de Karpman, de la relation toxique, et on parle de tout ça. Pourquoi? Parce que pour deux raisons, c'est qu'il y a une personne dans le groupe qui a posé la question de savoir ce qu'était triangle de Karpman, parce que c'est vrai que dans mes interventions, j'en parle beaucoup. Le triangle de Karpman, c'est quelque chose que je travaille moi en dernier dans mon accompagnement, quand j'accompagne les personnes. Ça rejoint directement la relation toxique, la posture dans une relation toxique. En fait, c'est directement lié aussi à la dépendance affective. Donc, je vais vous aider un petit peu à faire le lien entre la dépendance affective, la relation toxique et ce fameux triangle de Karpman. Parce que c'est pas évident de démêler tout ça et de comprendre, mais au final, c'est très très simple et très logique. Je pense que ceux qui font partie de mes clients, ils connaissent ma logique et ils savent que tout va s'éclairer et s'encastrer les choses les unes dans les autres pour que vous puissiez comprendre ce que c'est, surtout pouvoir le repérer. Et après, en ce qui concerne sortir de ça, du triangle de Karpman, en fait, c'est travailler sur soi avec un thérapeute et franchement, quasi obligatoirement avec un thérapeute parce que la posture qu'on prend, au départ, on la repère pas forcément tout seul. C'est très compliqué parce que la posture qu'on prend dans le triangle de Karpman, elle est fortement liée à nos schémas, à nos blessures et à nos peurs. Donc forcément, comme c'est des mécanismes de défense à la base, on a du mal à les repérer tout seul. Puisque par définition, ils servent à nous défendre et qui se mettent un peu, quand on est en mode survie, en avant. Voilà, pour nous protéger. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de personnes connectées, donc je vais commencer un petit peu à vous parler donc de ce qu'est le triangle de Karpman. Il a été découvert par Stephen Karpman. C'est un courant d'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, en fait, c'est l'étude des interrelations, on va dire, de façon globale, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. J'avais ma collaboratrice qui est spécialisée et certifiée en analyse transactionnelle qui avait fait un live sur l'analyse transactionnelle, justement. Peut-être qu'il faudrait que je la réinvite d'ailleurs pour qu'elle puisse revenir un petit peu en parler. C'est une analyse des interrelations. Et donc ce triangle de Karpman, il est appelé aussi également triangle dramatique parce que tous ceux qui jouent à ce jeu-là, parce que c'est un jeu psychologique, hein, c'est pas une histoire de s'amuser, mais ça s'appelle comme ça, les jeux psychologiques, en fait c'est délétère pour tout le monde dans le jeu. Ça mène vraiment à des relations chaotiques. Donc c'est pour ça qu'en fait on l'appelle triangle dramatique. Donc, je vous en parle parce que c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, c'est une des pièces maîtresses à travailler notre posture dans une relation quand on fonctionne dans la dépendance affective et dans les relations toxiques. Et puis, c'est surtout d'abord aussi ce qu'on repère chez l'autre avant de le repérer chez nous-mêmes. Parce qu'on a beaucoup tendance à repérer comment l'autre va se positionner, mais on va pas forcément repérer que nous on se positionne là-dedans aussi, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes. Là, dans la semaine, j'ai mis un texte de Jean-Charles Bouchou. C'est le monsieur qui a démocratisé les signes du PN, du pervers narcissique. C'est lui qui a écrit en fait je crois que c'est le deuxième ouvrage en France sur les PN, mais du coup qui a un peu tout vulgarisé. Et Jean-Charles Bouchou qui nous a donné des cours, enfin qui m'a donné des cours en tout cas à ma promo dans ma formation de thérapeute de couple, expliquait vraiment
que le but c'était que la personne victime qui a quand même joué dans le triangle dramatique avec le PN, on entende en fait et on prenne en considération ses symptômes et qu'on l'aide en fait à sortir justement de ce triangle dramatique et qu'on lui apprenne à sortir de ça. Voilà, parce que en fait, il y a aussi quelque chose qui inquiète beaucoup les personnes parfois. Ça dépend du degré de conscience qu'on a. Mais ce dont on se rend pas compte, c'est que quand on a quelqu'un qui fonctionne là-dedans, en face de nous, nous, on y est parce qu'on y fonctionne aussi dans le rôle, on va dire, opposé ou le rôle qui complète celui que la personne prend en face de nous. Voilà. Donc pour avoir une relation saine, le but c'est sortir vraiment complètement de ça et avoir assez travaillé sur ça et assez conscientiser la posture dans laquelle on se met pour pouvoir ne plus rejouer ça et c'est un peu en ça tout mon programme d'accompagnement en amont, c'est-à-dire apprendre à gérer ses émotions, apprendre à prendre la responsabilité de ses besoins, apprendre à ne pas être passif par rapport à ce qui nous arrive, etc., etc., apprendre à s'assumer, apprendre à oser, apprendre à avoir de l'estime de soi, etc., parce que c'est tout ça qui fait qu'on sort de ce fameux triangle dramatique. Maintenant, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, du coup. Ce triangle dramatique, donc il est composé de 3 rôles. C'est un peu ça les 3 ingrédients dont je parlais par rapport à la relation toxique, parce que ce sont 3 postures qu'on prend tour à tour, et l'autre en face prend un peu la posture opposée ou la posture qui complète celle que la personne va prendre. Donc la première posture que je vais vous détailler là maintenant, c'est la posture de victime. Donc la posture de victime, c'est quand on se plaint de l'attitude de l'autre vis-à-vis de nous. C'est quand on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas et que on se sent pas bien, mais qu'on ne dit rien. La victime, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est conscient de ce qu'elle joue. C'est pas nécessairement quelqu'un qui sait que elle fait la victime, mais c'est quelqu'un qui a adopté une stratégie de défense par rapport au fait de combler ses besoins. C'est la victime, c'est quelqu'un qui a appris. Alors c'est pas que, comment dire, elle est pas tout le temps que victime. D'ailleurs, comme je vous ai expliqué, on tourne dans les 3 rôles quand la relation n'est pas saine. Et celle qui se positionne en victime, en fait, c'est la petite fille ou le petit garçon qui a appris à combler ses besoins en se mettant à pleurer, ou qui a compris que, en fait, souvent quand on est dans ce triangle de Karpman, dans les 3 postures, on a des bénéfices secondaires. Et le bénéfice secondaire de la victime, c'est d'avoir de l'attention, c'est d'avoir du soin, c'est qu'on fasse les choses à sa place sans qu'elle ait de l'énergie à dépenser. Mais alors, ce qui est délétère dans cette posture de victime, c'est que la victime, du coup, si il y a tout le temps un sauveur qui vient pour l'aider et qui répond à ses besoins, à sa place à elle, eh bien ça l'empêche de grandir, ça l'empêche d'évoluer et ça l'empêche d'avoir confiance en elle, parce que la victime, si on lui donne toujours ce dont elle a besoin avec une cuillère en argent dans la bouche, en fait elle se débrouillera jamais par elle-même et donc elle apprendra jamais à aller puiser dans ses ressources. Voilà, donc ça c'est un peu la problématique de la victime. Et c'est pareil, on est victime aussi par exemple quand on est dans une relation dans laquelle on accuse tout le temps l'autre de plein de mots et de plein de choses et etc. Et alors que nous-mêmes, on pose pas une limite à un moment dans cette relation-là. C'est-à-dire on dit rien, on laisse l'autre continuer, on reste dans la situation en disant ah, mais je comprends pas, mais moi je reste parce que je l'aime. Oui, sauf qu'à un moment, c'est soit on y reste dans la relation en conscience et c'est un vrai choix et on assume en tant qu'adulte de rester dans une relation dans laquelle on n'est pas bien. Soit, à ce moment-là, on n'est vraiment pas bien, on entend son besoin derrière, puisque du coup, ça veut dire qu'il y a plein de besoins pas comblés, peut-être un besoin de reconnaissance de la part de l'autre qui n'y est pas, peut-être un besoin d'affection qui n'y est pas, peut-être un besoin de respect qui n'y est pas. Mais à ce moment-là, on agit. Et s'il faut aller mettre un stop à la relation, eh bien on met un stop. Et elle est là, la dépendance affective. C'est-à-dire que la dépendance affective, c'est à partir du moment où je poursuis une relation qui me correspond vraiment pas, qui vient appuyer sur mes failles, qui vient appuyer sur mes besoins, qui ne la comble pas du tout, et que j'y reste quand même. Et sortir de la dépendance affective, c'est se dire moi, j'abandonne plus mes besoins.
Et je tiens plus à moi qu'à cette relation. Et donc, puisque tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin, puisque tu ne peux pas m'apporter dans cette relation-là ce dont j'ai besoin, je prends ma responsabilité en tant qu'adulte et je décide de reprendre la responsabilité de mes besoins et d'aller trouver d'autres stratégies pour combler mes besoins. Voilà, c'est ça en fait déjà, sortir du rôle de victime. Ensuite, il y a deuxième rôle. Le deuxième rôle, c'est le rôle du sauveur. Alors le rôle du sauveur, le sauveur, il va souvent aller sauver la victime. Les sauveurs, donc la victime, elle se plaint, mais bon, elle demande rien, hein, donc elle demande rien, elle ne change rien, etc. Donc le sauveur, qu'est-ce qu'il va faire? Sans que la victime lui ait rien demandé, ben, il va aller la sauver. Et donc qu'est-ce qu'il va faire le sauveur? C'est qu'au détriment de lui, de lui-même, au détriment de ses besoins, au détriment même parfois de ses valeurs, et quand je dis c'est au détriment de ses besoins, c'est par exemple vous allez vous épuiser à vouloir aider quelqu'un, à vouloir sortir quelqu'un de sa caca. Ça veut dire que vous allez peut-être vous mettre financièrement en danger pour quelqu'un, pour régler ses dettes ou pour lui acheter quelque chose. Le sauveur, il est épuisé, il est au bord du gouffre, il est au bord de la dépression par rapport à ses besoins, etc. Mais il va quand même continuer à aider les autres et à assumer beaucoup de choses malgré qu'il soit lui sans énergie. Et le sauveur, derrière ça, en fait, il y a une peur du rejet, il y a une peur de l'abandon. Oui, ça aussi, j'ai oublié de vous dire, derrière la victime, il y a cette idée de peur d'abandon. Ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas. Mais derrière le sauveur aussi, c'est j'ai besoin de ta reconnaissance. J'ai besoin, parce que moi, j'existe dans ton regard par rapport à la reconnaissance que tu m'apportes. Et elle est là, la dépendance affective aussi, c'est-à-dire que là, on vit par rapport au regard de l'autre et à la reconnaissance qui va nous apporter l'autre. Donc, on va vraiment tout sacrifier pour garder cette relation parce qu'on a tellement peur d'être jugé en retour si on le fait pas. Si on n'aide pas les autres alors que l'autre est en train de se plaindre, si on a des drivers par exemple ou des injonctions parentaux comme fait plaisir et que ben on n'a plus envie d'agir en fonction, ben on va se mettre à culpabiliser. Donc on reste quand même en sauveur, c'est-à-dire que avec tous ces drivers, par exemple, sois parfait, n'existe pas, fais des efforts. Ben, si on n'est plus là-dedans, parce que ça c'est tout le sauveur, hein, en fait, hein, c'est tout ce que je viens de vous dire. Ben on se sent pas bien et on culpabilise. Et donc c'est comme ça qu'en fait on alimente une relation toxique. Et là où c'est toxique, c'est que le sauveur, il apprend jamais à avoir assez d'estime de lui par rapport à ses valeurs, à lui. Il n'a pas assez de recul par rapport à tout ce qui rejoue inconsciemment. Et donc, ce qui est toxique, c'est que le sauveur, il se meurt petit à petit par rapport à son énergie et par rapport à ce qu'il donne aux autres. Et surtout aussi, le sauveur, il fait pas de demande. Le sauveur, il se sent très seul parce que c'est celui qui donne, qui donne, qui donne et qui demande jamais rien au final. Vous savez, c'est tous ces gens qui disent qu'il faut être fort et qu'il faut garder le sourire, que d'être fort, c'est justement garder le sourire quand ça va pas et tout ça. Et en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose de garder le sourire même quand ça va pas, parce que c'est vrai que des fois on a besoin un peu de se mettre des petits coups de pied aux fesses pour avancer, mais le problème c'est que c'est pas bon non plus, c'est pas forcément glorieux non plus, parce que ça veut dire que finalement le sauveur il se croit toujours aussi, alors c'est sans le vouloir, hein, c'est inconscient, mais il a un ego, il se croit toujours du coup hyper fort par rapport aux autres. C'est lui qui tient quoi, c'est lui qui a les épaules, mais du coup c'est un ego surdimensionné parce que finalement quand on est sauveur, on se croit au-dessus des autres. On a comme de l'énergie au-dessus des autres. Enfin, c'est la croyance qu'on a. Sauf que si on réalise, on n'est pas Superwoman et on n'est pas Wonder Woman en fait. Donc en fait, le travail du sauveur, c'est sortir de sa posture haute, presque de Dieu vivant qui sauve les autres, hein. Et puis qui réalise qu'il est humain déjà, qu'il n'est pas un surhomme, et que le sauveur, plutôt que d'attendre de la part des autres que les autres devinent ses besoins, qu'il apprenne à faire des demandes lui aussi et à avoir un peu plus d'humilité par rapport à ses besoins en disant voilà, moi en fait je pose les armes et oui j'ai besoin d'aide. Voilà.
Donc ça, c'est la posture de sauveur. Et troisième posture, c'est qui est toxique aussi, c'est la posture du bourreau. Alors la posture du bourreau, le bourreau, lui, il attaque avant qu'on l'attaque. C'est-à-dire que le bourreau, lui, sa peur derrière, c'est il a peur qu'on prenne le contrôle sur lui. Il a peur aussi parfois le bourreau qu'on le quitte. En fait, le bourreau, il blesse avant d'être blessé. Voilà. Donc le bourreau, ça va être la personne qui va être dans le contrôle de l'autre, par exemple. C'est la personne qui va toujours penser qu'elle a raison et que l'autre a tort. Et même inconsciemment, des fois, on se rend pas compte qu'on veut absolument avoir raison, sauf que souvent, on a juste deux points de vue complètement différents, mais c'est pas pour autant que un a plus raison que l'autre au final. C'est juste que la personne en face de nous, elle a une valeur et que nous, on en a une autre, et puis qu'on nous montre comment dire, je trouve plus mes mots, mais vous avez compris ce que je veux dire. En fait, nos mondes, ils s'accordent plus. Je suis désolée, c'est la fin de la journée. J'ai eu pas mal d'entretiens au téléphone et du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Le bourreau, il a peur, voilà, de la blessure, donc qui va vouloir contrôler. Donc comment dire, le lien avec la dépendance affective, c'est que je te contrôle pour mieux te dominer, pour mieux te garder, pour pas que tu t'en ailles. Donc c'est la peur de l'abandon, c'est le besoin de contrôler, parfois même le besoin du coup d'humilier pour rabaisser l'autre, pour pouvoir pareil garder la relation, parce que comme je suis supérieure à toi, je suis ta référence, tu dois m'écouter, tu me dois le respect, etc. Voilà, donc et dans le bourreau, il y a aussi beaucoup les reproches, le tu, vous savez, le fameux tu qui tue. T'es comme ci, t'es comme ça. Donc ça, c'est le jugement. Hein, donc le bourreau, il va être dans le jugement de l'autre. Donc le bourreau, il va être bourreau vis-à-vis de la victime, il va être bourreau vis-à-vis du sauveur. Le sauveur, il va être surtout sauveur vis-à-vis de la victime, et la victime, elle va être victime du bourreau, et la victime, elle va souvent appeler le sauveur. Voilà, donc les dynamiques qui se produisent, c'est ça. Derrière, donc les peurs qu'il y a et les blessures qu'il y a, c'est donc abandon, rejet, humiliation. Parfois même le bourreau, il va aller dans l'injustice. Voilà, donc il y a toutes les blessures, en fait, les blessures de l'âme, hein, dont tu as souvent parlé, Lise Bourbeau, derrière. Et beaucoup de peur, parce que finalement, c'est vraiment archaïque ce qui se passe comme système derrière ce mode de fonctionnement-là. Ce sont vraiment des peurs qui sont enfouies et des modes de fonctionnement qu'on a appris en fait à mettre à mettre. Oui, justement, on a les trois quand on fonctionne dans une relation toxique, on a effectivement les trois caractéristiques, parce que comme je disais, on change les rôles. Un coup on va être victime, un coup on va être sauveur, un coup on va être bourreau. Donc ça va donner des choses dans le concret, comme par exemple, je me plains de ma relation, mais finalement je mets jamais fin. Vous voyez, c'est parfois ce qui agace un peu les amis à qui on en parle et qui disent ouais mais bon, tu dis que tu vas pas bien et tout, mais bon tu te sépares jamais, tu y retournes. Donc là, du coup, vous voyez, ça engendre le bourreau chez vos amis, le bourreau qui est en eux. Ensuite, le sauveur, ça va être peut-être la personne qui va intervenir en disant oui, mais quand même, faut la comprendre, elle est amoureuse, c'est pas si facile que ça. Donc ça, c'est le sauveur. Voilà. Et ça, c'est tout le temps dans des relations qui sont pas forcément saines. Dans une relation saine, au final, chacun prend ses responsabilités, la responsabilité de ses besoins. Et puis surtout, le sauveur, il va rester à sa place, il va arrêter de chercher à sauver la victime sans arrêt. Ça va permettre à la victime, elle, de trouver ses ressources en elle pour prendre ses décisions, pour se bouger, pour sortir de sa situation, etc. Et le bourreau, automatiquement, il est finalement remis à sa place, et si on lui donne plus le pouvoir d'être bourreau. C'est-à-dire si on lui pose des limites au bourreau, le bourreau il n'existe plus. Parce que si on pose des limites, c'est soit le bourreau en face va s'arrêter, soit s'il s'arrête pas, de toute façon, c'est à la victime du bourreau de stopper la relation. Voilà. Donc c'est un peu ça. En fait, c'est tout à fait ça, même les dynamiques qui se produisent entre les trois rôles. Et donc pour en venir
aux manipulateurs et aux pervers narcissiques par rapport à ça, par rapport à ce triangle de Karpman. En fait, la différence entre quelqu'un qui va être pas toxique de constitution, entre quelqu'un qui va être toxique de constitution mais pas PN et un PN, la différence c'est que celui qui va être, à la base sain, bon on appelle ça des névroses en fait, hein, celui qui va être à la base sain, mais qui va, fonctionner dans la relation toxique, c'est-à-dire dans le triangle de Karpman. Il va chercher à se soigner parce que celui qui va fonctionner à la base de façon saine, qui est plutôt sain d'esprit, il va en souffrir de ça. Il va chercher de l'aide. Justement, il va demander à un moment à se faire aider psychologiquement ou il va comprendre qu'il en souffre de tout ça et il va faire quelque chose et il fera pas rien. Celui qui est sain d'esprit. C'est pour ça qu'à un moment donné, on en arrive tous souvent à faire un travail sur nous parce que parce que 99% des gens, naturellement, de toute façon, ne fonctionnent pas de façon très saine. Au départ, on fonctionne un peu comme ça. On se positionne un peu en victime, en sauveur, en bourreau. Et même après avoir fait un travail, parfois, ça nous arrive aussi de se positionner comme ça. Mais quand on a travaillé déjà toute la partie la plus possible consciente, c'est déjà bien parce qu'on se sent déjà très très bien. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, oui, c'est que le manipulateur, par exemple, donc celui qui va être constitué vraiment, c'est les gens, ce qu'on appelle les gens toxiques, hein, qui sont vraiment constitués de façon toxique. Eux, ils peuvent pas s'en passer de ces mécanismes-là. Et eux, en fait, c'est le mécanisme vraiment sur lequel ils s'appuient, leur vie s'appuie sur ça, et si vous voulez, psychiquement, s'ils enlèvent ce mécanisme-là, tout s'écroule pour eux. Donc c'est des personnes, si vous voulez, qui derrière l'intention, c'est leur intérêt à eux, c'est obtenir par exemple l'attention, obtenir la reconnaissance, obtenir peut-être du concret, obtenir peut-être de l'affection, obtenir plein de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les manipulateurs. Et eux, ils sont tout le temps dans ce triangle de Karpman là, mais vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ils en sortiront pas. C'est-à-dire que là, face à des manipulateurs, si vous voulez sortir du triangle de Karpman, vous pouvez que en fait couper la relation, vous pouvez pas la continuer, vous pouvez pas en fait chercher à ce que la personne en face change parce qu'elle ne changera pas. C'est constitutionnel chez elle. Et ensuite, par rapport au pervers narcissique, là, l'intention, elle est encore différente. L'intention du pervers narcissique, elle est de détruire l'autre. Donc le pervers narcissique, il va être là-dedans aussi. Et son intention derrière, c'est de vous bousiller la vie. C'est-à-dire que c'est de vous détruire, de vous faire tomber en dépression ou de vous faire même presque vous mener au suicide. D'ailleurs, il y a des gens avec des pervers narcissiques d'ailleurs qui se sont suicidés. Hein. Le PN, il vous détruit, voilà. Donc, si vous voulez, c'est toujours la même façon. Au final, on travaille les mêmes choses pour sortir de ces trois types de relations. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui va être peut-être de base sain, mais qui sait pas comment fonctionner autrement pour combler ses besoins ou soigner ses blessures aussi. Quelqu'un qui va être toxique ou quelqu'un qui va être PN, ben en fait, ils ont tous les mêmes mécanismes. Et c'est pour ça que souvent les thérapeutes disent qu'ils peuvent pas faire de diagnostic à moins de vraiment interroger la personne et vraiment les avoir en face de nous parce que on va pouvoir voir les réactions, on va pouvoir poser des questions et encore que même les PN et les manipulateurs peuvent retourner les thérapeutes. Hein. Il y a pas mal de PN qui retournent les thérapeutes. D'ailleurs, les PN souvent et les manipulateurs vont pas très longtemps chez le thérapeute. Hein. En général, ils y vont pour satisfaire la demande de l'autre et puis au bout de 2-3 séances, ils arrêtent parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils se remettront jamais en question. Ou alors ça peut durer juste pour faire, un peu donner une image en disant mais oui, je me fais soigner, je me fais aider, tout ça. Mais au final, si vous regardez, il n'y a jamais rien qui change dans leur comportement et dans leur attitude. C'est uniquement pour nourrir le besoin de celui qu'ils ont sous leur emprise qu'ils y vont. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc vous voyez en fait au final et c'est pour ça que par exemple moi mon programme dans ce que j'ai constitué il est efficace parce que vous soyez face à quelqu'un qui fonctionne avec vous dans la relation de façon toxique mais qui est pas forcément quelqu'un de toxique dans sa personnalité, que ce soit quelqu'un de toxique dans sa personnalité ou un PN, dans tous les cas le même traitement, le même soin, la façon de sortir de tout ça, de ce triangle de Karpman,
Dans tous les cas, c'est toujours les mêmes choses qui sont à travailler. Donc c'est pour ça qu'on dit que on peut ne plus être manipulable parce que par rapport à nos valeurs, on va peut-être se laisser avoir 5 minutes quand on a fait un travail sur soi, mais après on va pas on va pas rester dans cette relation-là. Si vous avez fait un travail pour vous consolider, que vous avez assez souffert d'avoir vécu ce genre d'histoire-là, je peux vous garantir que vous allez vous dire c'est bon quoi, plus jamais ça, je l'ai déjà vécu. Merci, au revoir. Moi, je m'éloigne, mais je reste pas là-dedans. Je vais regarder juste mes messages privés parce que je vois que Noël, je pense qu'elle elle a dû m'envoyer capture d'écran de ce que vous m'avez écrit. Je vais lire, du coup, voir s'il y a des questions ou des choses comme ça. Alors, hop. Ah oui, il y a Caroline qui m'a dit coucou. Je suis sortie de cela, j'étais sauveur. Ah, c'est gentil, Johan. Alors, comment arriver à détecter tout cela? Quelqu'un de sain, de manipulateur et de PN. Alors, par rapport aux questions qui ont été posées, voilà, merci Noël, hein, je te remercie beaucoup de me faire le relais de ce que j'arrive pas à lire. Donc déjà, je voulais te dire, merci Johan pour ton témoignage, hein, du coup, parce que c'est vrai que Johan, il bosse avec moi depuis quelques semaines, hein, ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille ensemble. C'est vrai que quand on fait mon accompagnement, au bout de quelques semaines, on commence à sortir de tout ça parce que on se reconnecte avec soi-même, on apprend à fonctionner complètement différemment, on apprend à se connaître, etc. Et comme on apprend à être plus près de soi-même, tous ces gens-là, ils n'arrivent plus à... C'est Noël qui me fait rigoler, je suis désolée, elle m'envoie des messages. Elle me dit qu'elle est en mission pour moi. Donc oui, au bout de quelques semaines, en fait, on commence à... Alors, comment les reconnaître en face? En fait, je vais vous dire la vérité, on s'en fout. On en a rien à carrer parce que là, c'est pas la bonne question à se poser en fait. Comment on arrive à les reconnaître? Parce que si on se pose cette question-là, ça veut dire on va se positionner nous encore par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur de nous. Et le but et le cheminement en fait d'une thérapie et de se soigner de tout ça, c'est que peu importe qui on a en face de nous, mais on se légitimise par rapport à ce qu'on vit. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien, vous allez écouter vos besoins. Vous allez vous mettre à écouter vraiment ce dont vous avez besoin. Et qu'il soit pervers narcissique, manipulateur et tout, on s'en fout. Vous allez savoir comment vous exprimer par rapport à vous. Et vous allez connaître vos propres limites. Et la référence ne devient plus l'autre ou les caractéristiques de l'autre. La référence devient vous-même. Et c'est en ça qu'on se met à prendre confiance en soi. Et à comprendre comment ça marche une relation saine. C'est que le référentiel, ce n'est plus l'extérieur, ni les traits du pervers narcissique, ni les traits du manipulateur et tout ça. C'est moi qui me considère avec mes besoins, la relation vient me faire mal, la relation vient appuyer sur mes besoins et ne nourrit absolument pas mes besoins. C'est comment je prends en considération tout ça et qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je décide de me victimiser du coup quand je suis conscient de ça en restant dans une relation où je suis pas bien? Ou est-ce que je décide de prendre la responsabilité de mes besoins et je décide de prendre la responsabilité de mes émotions et je décide de prendre la responsabilité de mes ressentis et à un moment, je ne me rejoue plus ma blessure d'abandon parce que je m'abandonne plus, je reste pas dans une relation comme ça parce que je m'en extrais, je me protège. Vous voyez, c'est pour ça que ce groupe, il s'appelle Se protéger des relations toxiques. C'est-à-dire que je prends ma responsabilité pour me protéger de cette relation-là qui me fait du mal. Et si j'y reste, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui reste victime de l'autre et qui a envie de rester victime de l'autre. Et ça, c'est lié à la dépendance affective. C'est-à-dire que ça veut dire que je cherche toujours la reconnaissance et le bien-être auprès de l'autre et dans ma relation à l'autre. Et donc, qu'est-ce que c'est le travail pour sortir de ça? C'est apprendre à être bien soi-même avec soi-même, apprendre à s'aimer justement, c'est ça le fameux amour de soi. Bien que ça puisse être abstrait, mais en vérité l'amour de soi c'est s'occuper de soi, hein, tout simplement, pour mettre des mots simples, parce que moi les mots du développement personnel, les 3 quarts du temps, je les trouve un peu trop perchés et je les ai jamais compris moi-même. Et c'est ce qui a fait, je pense que pendant des années, j'ai pas fait de progrès. Donc pour vous donner des mots simples, s'aimer soi-même, c'est s'occuper de soi, hein, s'occuper de tous ses besoins vitaux, fondamentaux, et aussi de ses valeurs, et incarner ses valeurs, c'est ça en fait, l'amour de soi. Et l'estime de soi, c'est vraiment incarner ses valeurs, être aligné avec elles, poser des limites par rapport à ses valeurs. Voilà, donc le travail pour sortir de ça,
pour sortir de ne plus se faire manipuler ou de ne plus être dans un triangle de Karpman, c'est reprendre confiance en soi, reprendre de l'estime de soi, poser des limites, apprendre à gérer ses émotions, parce que mes émotions, en fait, c'est le signal et le symptôme de mes besoins, et je reprends la responsabilité de mes besoins, donc je vais, m'exprimer en fonction de mes besoins. Et en fait, ça c'est exactement mon programme d'accompagnement, et le dernier module, donc comme je vous expliquais, c'est Triangle de Karpman. Donc c'est comment maintenant que j'ai appris tout ça, je repère que je me positionne en victime, je repère que je me positionne en sauveur, ou je repère que je me positionne en bourreau. Parce que quand on apprend à repérer ça, on apprend à plus y rentrer du tout non plus là-dedans. C'est-à-dire qu'on a compris que c'était toxique de se positionner comme ça, que c'est pas la bonne méthode c'est pas la bonne stratégie pour combler mes besoins. Et donc, combler mes besoins, c'est me comporter comme un adulte. C'est-à-dire, ça s'appelle, on appelle ça l'adulte en analyse transactionnelle. Et donc, me comporter comme un adulte, c'est je prends la responsabilité de ce que je mets dans mon monde. Je prends la responsabilité que quand ça va pas, je vais réfléchir aux besoins, quel est le besoin pas comblé, je vais réfléchir à ce que je peux mettre en place pour moi, et donc passer à l'action et me mettre en mouvement pour combler mes besoins, plutôt que d'être passif et de subir comme une victime. Et c'est aussi, sortir de là, c'est aussi, j'arrête de faire des reproches à l'autre, et je me connais bien, je connais mes valeurs, et puis parfois, plutôt que de se mettre en bourreau vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire de lui faire des reproches ou de penser que nous on a raison et que l'autre a tort, c'est comprendre que moi j'ai mes valeurs, l'autre a les siennes, et que peut-être que en fait on n'est pas fait pour être ensemble. C'est juste ça parfois. Vous voyez, la toxicité d'une relation, c'est que la personne en fait elle a ses besoins et ses principes de vie, que ses principes de vie et ses valeurs viennent appuyer sur moi, mes blessures, mes besoins, mes principes, mes valeurs, et que ça colle pas. Ça ne colle pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas fait pour être avec tout le monde en couple. Voilà. Et parfois, on reste dans des couples qui nous correspondent absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle la relation ne peut que être toxique. Mais tout ça, on le comprend en travaillant sur soi. Parce qu'on est bien au clair avec nous-mêmes, avec qui on est. Je vais regarder du coup Noël qui m'a envoyé encore des captures d'écran pour me donner vos messages. C'est trop chouette, j'adore. Merci, merci Noël de m'envoyer les messages. Alors, est-ce que faire une concession veut dire qu'on veut changer l'autre? Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'assume pas qui il est? Ah, il y a Laure qui dit je suis là. Alors, alors là on parle d'un autre sujet encore, mais bon, c'est quand même une forme de résolution, c'est vrai, du problème. Alors je vais en parler. Du coup, il y a Aurélia qui parlait de concession. Alors, non, pas des concessions, mais compromis. La différence entre concession et compromis. Concession, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui cède une partie de lui-même. Concession, ça veut dire je cède une partie de moi. Je cède pour toi. Et ça, c'est du sacrifice de soi. Donc, on reste en mode sauveur. Quand on fait une concession, c'est qu'on se met en mode sauveur. Bon, à petite dose, éventuellement, on peut céder sur certaines choses. Mais le problème, c'est que si c'est des concessions sur des choses qui sont essentielles pour nous et qui sont importantes pour nous, mais ça va forcément nous mettre en souffrance. Ou si c'est l'autre qui fait des concessions pour nous, c'est-à-dire qui cède quelque chose pour nous, qui est important pour lui, c'est l'autre qui va être en souffrance pour nous et la relation n'est pas saine. Tandis que compromis, c'est quoi? Compromis, c'est je prends mon besoin à moi, je prends ton besoin à toi, et pour qu'il n'y ait personne de lésé, on va trouver un arrangement tous les deux pour que toi tu sois satisfait et moi aussi en fait. Voilà, pour qu'on soit satisfait tous les deux. Et là, c'est la relation qui fonctionne. C'est-à-dire que là, on trouve un terrain d'entente pour que ta valeur ou ton besoin et ma valeur et mon besoin soient comblés ensemble. Et à ce moment-là, ça marche. Par exemple, je vais vous donner un exemple de compromis
par exemple, qui se produit régulièrement à la maison, et j'en ai parlé aujourd'hui d'ailleurs, parce que je parlais aujourd'hui sur mon profil professionnel Facebook Audrey avec coaching. J'expliquais que moi j'aime pas le racisme et l'intolérance et que c'est comme ça fait partie de mes valeurs. Et donc parfois on reçoit le copain de mon fils, donc son meilleur ami à la maison, qui s'appelle Ryan et qui est musulman, Ryan. Donc Ryan n'a pas les mêmes valeurs que nous parce que nous, moi chez moi, on est athée, hein, voilà, on n'a pas de religion particulière. Moi ma croyance c'est qu'il n'y a pas spécialement du coup de Dieu. Hein. Bon, je résume ça comme ça, mais bon, c'est beaucoup plus complexe que ça pour moi. Et Ryan, lui, en ce moment il fait le Ramadan. Et avec Ryan, on fait des compromis, c'est-à-dire qu'on prend en considération son besoin à lui. Aujourd'hui, Ryan, il s'est retrouvé à la maison un peu par hasard parce que sa maman, elle travaille, elle est infirmière, et puis Ryan, il s'est trompé de bus à midi. Et donc, il s'est retrouvé à la maison en plein Ramadan. Il fait le Ramadan et mon fils à moi, il est diabétique insulino-dépendant et donc il faut qu'il mange. Donc, on a fait un compromis. Du coup, on a pris en considération le besoin de Ryan de pas manger parce que lui, c'est sa religion à lui. Et puis, du coup, mon fils l'a installé dans sa chambre avec plein de choses pour s'occuper en attendant que ce soit l'heure pour lui. Et puis de notre côté à nous, du coup, on a fermé la porte pour pas que Ryan, les odeurs, ça lui donne envie de manger et tout ça, par respect pour lui. Et puis mon fils, lui, il a mangé, il s'est fait injecter son insuline et tout ça. Et des fois, quand Ryan il vient à la maison, au début, il nous disait, mais moi, je mange que halal, le premier jour où on a voulu l'inviter à manger. Et puis j'ai dit, écoute, Ryan, c'est pas un souci, voilà. Du coup, je lui ai fait des œufs au plat et des pâtes. J'ai dit, ça te va? Tu peux manger tout ça et tout ça? Il m'a dit oui. Donc, faire des compromis, c'est ça. C'est, nous, on a besoin de manger, et toi, de ton côté, t'as besoin de respecter des règles de ta religion. Ok, mais on va faire en sorte que ça matche ensemble. Tu manges halal, ok, en fait, il n'y a pas de souci, on va faire en sorte que tu puisses, toi, manger ce qui correspond à ta religion, et puis nous, on va faire en sorte aussi que ce soit pas embêtant pour nous. Voilà, bon après, moi, ça me dérange pas de manger halal, mais du coup, voilà, compromis, ça veut dire on prend le besoin de l'autre en face, on prend en considération le nôtre, et puis on voit comment ça match. Vous voyez, ça c'est voilà, ou par exemple... allez, on va parler d'un couple. S'il y en a un des deux qui a besoin de sortir parfois de temps en temps avec ses amis, sachant que normalement c'est le besoin pour les deux, mais qu'il y en a un peu plus que l'autre, le couple va se mettre d'accord sur un nombre de fois, ou dans le mois par exemple. Voilà, on va chercher tout le temps à ce que le besoin des deux, si par exemple le besoin d'un des deux c'est d'être rassuré pendant que l'autre sort, ils vont se mettre d'accord sur par exemple est-ce que tu pourras m'envoyer un petit message quand t'es arrivé là-bas, et peut-être est-ce que tu pourras m'envoyer un petit message quand t'es rentré chez toi. Voilà, si c'est quelque chose qui va rassurer l'autre et qui permet quand même que l'autre puisse sortir en toute tranquillité par exemple. Si par exemple il y a eu une infidélité, au début le compromis ça va être que pendant un temps défini, celui qui a été trompé puisse consulter le téléphone pour se rassurer pendant un certain temps de l'autre, par exemple, si ça peut le rassurer. Mais le deal, par exemple, c'est que l'autre, à un moment donné, retrouve quand même sa liberté et qu'après, on passe à autre chose parce que c'est vraiment pardonné. Voilà, c'est ça, en fait, les compromis. Voilà. Du coup, est-ce que Noël, il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'envoyer une capture d'écran des questions? Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'assume pas qui il est? En fait, je vois pas le sens de cette question, en fait, du coup. Je vois pas vraiment le sens de cette question, parce que c'est simplement quelqu'un qui assume pas qui il est. Merci Noël, trop sympa. Noël a émissionné. Du coup, Noël, tu fais mon assistante ce soir, je te remercie. En plus, c'est une collègue à moi qui est coach. Et Noël, je fais sa petite promo au passage parce que franchement, Noël, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Et elle est dans tout ce qui est nutrition. Et en fait, elle aide les personnes en changeant d'alimentation à perdre du poids et à réguler les glycémies. Voilà. Alors,
Tac, tac, tac. Ah, Agnès qui m'a fait un petit coucou. Coucou Agnès. Oui, compromis concession, lorsqu'une personne fait des compromis et que l'autre refuse, la relation est toxique. Ben oui, exactement. En fait, Aurélia, c'est ça. C'est que si la personne ne veut pas faire de compromis, ben la relation, elle est pas possible en fait. La relation, elle est pas du tout possible parce que sinon il y en a toujours un des deux qui est en souffrance. Et c'est là où on se sent victime de l'autre. Mais la réalité des choses, c'est que si on prend assez de confiance en soi, qu'on a assez d'estime de soi, la relation, on va la stopper. On la continue pas. Quand on a confiance en soi et de l'estime de soi et qu'on est sorti du coup de la dépendance affective, ben, comme on n'est plus dépendant de la relation et qu'on tient plus à soi qu'à la relation, parce que c'est ça en fait, sortir de la dépendance affective, c'est apprendre à tenir plus à soi-même qu'à la relation. Comme tu es sorti de ça, ben, tu dis stop tout simplement à la relation, parce que t'as pris assez d'estime de toi, t'as assez confiance en toi et en tes ressources pour combler tes besoins par toi-même ou pour trouver aussi une autre personne qui correspondra mieux à tes attentes et à tes besoins en couple. Voilà, donc voilà, c'est ça. Juste pour vous faire un rappel et pour vous expliquer le cheminement, et en fait, c'est ce que je vous dis, enfin, c'est le cheminement vraiment que je propose dans l'accompagnement, c'est reprendre, ne plus se sentir victime, ne plus rejouer ses blessures d'abandon et tout ça, c'est reprendre la responsabilité de ses besoins, donc ça va être à la fois les besoins vitaux, c'est-à-dire les fameux, enfin moi on en travaille 14 dans le programme d'accompagnement, ça veut dire qu'on met en place concrètement des choses pour combler ses besoins par soi-même, pour plus que les besoins comment dire, la nourriture de nos besoins passe par la relation systématiquement. Quand notre vie sociale est complètement éteinte parce que on n'est qu'avec l'autre, on ne donne que notre temps à l'autre, etc., ben, nos besoins vitaux n'y sont plus. Et forcément, quand l'autre ou la relation est menacée, mais c'est comme si on n'allait plus avoir de vie, en fait. C'est comme si on n'existait plus, on se liquéfie, on disparaît de la surface de la Terre. Donc c'est pour ça qu'il y a un équilibre à avoir dans toute sa vie, et sortir de la dépendance affective, c'est arrêter de s'oublier. Arrêter de faire en sorte que tout soit délétère pour nous. Sauf que c'est pas évident quand on n'a pas appris à le faire pour soi-même, parce que souvent on a deux options, comme je dis souvent par rapport à nos schémas. Les trois quarts des options, c'est celle-là. Soit on a eu des parents qui nous ont carencés en affection, en soins, etc. Soit au contraire, on a eu des parents comment dire, même trop présents et trop surprotecteurs, ce qui fait qu'on n'a pas appris par nous-mêmes à combler nos besoins et à s'occuper de nous. Donc du coup, dans les deux cas, on devient dépendant affectif parce que on n'est pas assez autonome. Et donc du coup, en travaillant sur les besoins et sur les valeurs, on redevient autonome. Mais ce qui fait qu'on n'a plus besoin de se positionner dans le triangle de Cartman, de se sentir victime de l'autre, parce que moi, je prends en considération mes besoins et que je m'en occupe moi-même. Sauveur, on va plus l'être parce que on a bien compris que par rapport à nos besoins, on voulait plus être vivre à crédit par rapport à nos besoins. C'est-à-dire que c'est terminé. Maintenant, je vais m'écouter, je vais prendre soin de moi. Et je veux bien donner aux autres parce que parmi mes valeurs, il y a les valeurs de partage, de bienveillance, etc. Mais plus à mon détriment, ça c'est fini. Donc je vais me mettre à poser des limites par amour pour moi et par respect pour moi. Donc ça c'est comment dire, le travail sur ses valeurs, sur ses besoins, d'être très au clair là-dessus. Ensuite, je vais travailler quoi? La gestion de mes émotions, parce que quand je suis en contact avec l'autre, quand j'ai des émotions de colère, en fait c'est que l'autre il est venu appuyer sur quelque chose par rapport à moi. Et là, c'est pareil. La colère, c'est un manque de respect de mes principes de vie, de mes valeurs, ou bien par rapport à mes besoins. Il m'enlève quelque chose par rapport à mes besoins. Et donc là, je vais me mettre encore pareil, à poser mes limites, à m'affirmer et à avoir assez confiance en moi pour me dire que si l'autre, il s'en va alors que je lui parle de mes besoins, ou qu'il est dans le déni de mes besoins, parce que souvent les manipulateurs, quand vous allez leur parler de vos besoins, ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre, ils en auront rien à faire, ou bien les manipulateurs ils vont vous dire oui, ils vont faire ça 5 minutes, et puis après c'est comme si vous aviez pissé dans un violon, pardonnez-moi l'expression. La gestion émotionnelle, c'est apprendre aussi à ne plus laisser tomber ses besoins, hein. Donc sortir de cette blessure comment dire, d'abandon. Je ne m'abandonne plus parce que moi mes besoins maintenant je les laisse plus tomber.
Ensuite, c'est travailler sur donc toutes les blessures inconscientes et puis tout ce qui vient de notre éducation inconsciemment qui nous pousse à être sauveur ou à ce que les choses soient délétères pour nous. Donc les fameux sois parfait, fais des efforts, n'existe pas. Enfin, il y en a plein à chaque fois dans le programme d'accompagnement. Michel, ma collaboratrice, elle en travaille 14 des injonctions et drivers en séance avec vous. Et puis en dernier, comment je me positionne dans mes relations. Est-ce que je suis toujours victime à me plaindre que ça marche pas, à dire, à trouver toujours des bonnes excuses pour pas avancer, des bonnes excuses pour pas prendre la responsabilité de ce que je dois faire pour moi et que c'est pas les autres en fait ou la vie qui doit le faire pour moi. Ça c'est un peu, vous savez aussi les personnes par exemple qui disent la loi de l'attraction et tout. La loi de l'attraction, oui ça marche, mais ça marche si vous bougez un peu aussi les fesses derrière quoi. Ça marche si on fait les choses et qu'on persévère. La loi de l'attraction, ça marche pas en claquant des doigts, en attendant assis en tailleur sur le lit et en faisant de la méditation, vous voyez. Donc du coup, voilà, comment je me positionne par rapport à ma vie, comment je me positionne par rapport à mes besoins, comment je me positionne par rapport à mes valeurs, comment je me positionne par rapport à ma relation. Voilà, c'est ça le travail en fait pour sortir de la dépendance affective. Et ça, voilà, c'est ce que je propose dans le programme d'accompagnement. Et croyez-moi, franchement, c'est pas évident quand on voit pas comment on fonctionne. Il y a plein de choses. On se fait avoir si on bosse pas sur soi. Hein. Moi, heureusement que j'avais le regard d'un coach à l'époque quand je suis sortie de tout ça parce que je me rendais pas compte. Même mon mode bourreau, je m'en rendais pas compte. Moi, la fois où je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je me positionnais en mode bourreau, mais je suis restée enfermée pendant 3 jours chez moi en croyant que j'étais pervers narcissique. En me disant mais c'est vrai, mais je suis contrôlante, c'est vrai que voilà, ben non, c'est qu'on tourne dans les trois et que la stratégie pour combler nos besoins, on n'a pas appris à agir différemment. Et l'intérêt d'être accompagné pour ça, c'est qu'il y a quelqu'un déjà qui voit comment vous allez agir et vous positionner, qui va vous le dire. Parce que le but, c'est pas de vous laisser vous raconter votre histoire en vous disant que vous êtes que victime ou que sauveur dans l'histoire. C'est que je réalise que non, je fonctionne comme ça dans les 3 rôles, mais du coup, je réalise aussi qu'il faut que j'en sorte pour pouvoir avoir une relation saine et puis surtout choisir une personne qui me correspond et qui, elle aussi en face, va fonctionner de façon saine. En fait, vous voyez, moi, les personnes qui ont fait mon programme d'accompagnement et qui sortent du programme d'accompagnement, quand elles rencontrent quelqu'un, elles rencontrent des personnes qui fonctionnent après de façon saine. Mais souvent, les personnes, elles ont fait un travail sur elles aussi. Un travail perso. Donc voilà. Je vais regarder parce que Noël, elle m'a envoyé un message en privé. Je pense que c'est des captures d'écran. Ah, petite question au passage. Ah, c'est Noël. Aujourd'hui, j'ai posé clairement mes besoins à quelqu'un qui était prêt à me quitter car j'étais pas heureuse. 30 minutes après, j'ai eu un SMS de c'est ok, je vais prendre en compte tes besoins parce que je t'aime et je veux pas que tu partes. Est-ce de la manipulation, une prise de conscience? Alors ça, tu peux le savoir que déjà, est-ce que déjà t'as pu lui dire tes besoins? Déjà, question numéro 1, est-ce que t'as pu lui dire tes besoins? Et puis ça rentre vraiment, ça c'est plutôt de la thérapie. Enfin, franchement, c'est surtout, est-ce que vous avez pu parler du concret, de comment est-ce qu'elle va combler tes besoins? Et tu pourras le savoir pas en fait de suite. Tu peux pas le savoir immédiatement. Tu pourras le savoir que plus tard, au fur et à mesure, voir si c'est des choses qui ont été prises en considération ou si c'est un éternel recommencement et que la personne en fait elle t'a dit ça simplement pour te faire plaisir. Voilà. Malheureusement, il y a des choses tu peux pas savoir en fait sur le moment. Tu peux le savoir qu'après. Donc après, c'est à toi de savoir si tu as envie de lui laisser une chance, de lui faire confiance par rapport en fait à ce qu'elle t'a dit. Ou si en fait t'en as ras-le-bol parce que t'as l'impression qu'elle te ment tout le temps et que au bout d'un moment voilà, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est que si ça vous arrive ces histoires de compromis justement par rapport aux besoins, mon conseil que je vous donne, c'est de vous donner à vous une date à laquelle vous passez à autre chose. Moi souvent mes clients, pas mettre un ultimatum à l'autre, hein, mais à vous de vous faire un accord avec vous-même en vous disant moi je décide qu'à telle date je tourne la page si c'est pas arrangé. Parce que sinon, le problème, c'est que ces histoires-là et ces relations-là, elles durent ad vitam aeternam. Et c'est pas un problème si vous y êtes bien et tout ça.
Mais le problème, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans ces relations-là, quand elles sont toxiques, c'est que petit à petit, on tombe et on sombre. Et pour pas sombrer complètement et pour pas se perdre complètement, parce que je peux vous dire qu'après, quand on a rompu, mais qu'est-ce qu'on s'en veut d'y être resté autant de temps dans ces relations-là quand on comprend comment ça marche et quand on se dit qu'on a tellement sacrifié de choses alors que la personne, elle ne méritait pas qu'on donne autant d'énergie, elle ne méritait pas qu'on donne autant de temps. Et ben après on regrette, vous voyez, d'y être resté longtemps. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de vous dire, même si la date c'est dans 6 mois, hein, même si c'est la date c'est dans un an, on s'en fout en fait. C'est vous qui vous la fixez pour vous. Mais je vous conseille vraiment de vous en fixer une parce que sinon en fait ça dure ad vitam aeternam. C'est sympa, j'aime bien. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui me demande en privé si la vidéo sera en replay. Oui, oui, effectivement, la vidéo elle sera en replay. Je vais essayer de l'enregistrer. Je vais voir parce que en fait je suis pas passée par comme je passe d'habitude par l'événement. J'ai dû passer en direct par mon groupe, par le groupe privé. Donc j'ai mis vidéo en direct. Donc je sais pas si je vais pouvoir l'enregistrer ou pas, mais j'espère bien que je vais pouvoir l'enregistrer. Voilà. Maintenant j'aimerais bien du coup avoir un peu vos questions. Vos retours, si vous avez quelque chose à dire par rapport au live, savoir si ça vous a éclairé sur certaines choses. Voilà, j'aimerais bien en fait savoir un petit peu si ça vous a aidé à avoir une vision un peu plus claire de ce que c'était une relation toxique. Mm. Alors, est-ce que le manipulateur est quelqu'un d'égoïste avec un ego surdimensionné ou pas forcément? Alors oui, le manipulateur, il est centré sur lui, il est centré que sur son intérêt. Donc il est égocentrique, le manipulateur, c'est-à-dire centré sur lui, centré sur ses besoins, centré sur ses intérêts. Mais il peut pas faire autrement, hein, en fait. Hein, c'est une faille narcissique. C'est que s'il fait pas ça, c'est comme si il n'existait pas et que son monde allait s'écrouler. Et c'est pas forcément conscient. Il va manipuler peut-être de façon consciente, mais il va pas se rendre compte nécessairement de son mécanisme inconscient qui est systématiquement comme ça. Parce qu'il y a des manipulateurs en fait qui souffrent d'être manipulateurs, mais ils n'arrivent pas à changer aussi. Et ça arrive aussi ce cas-là. Voilà. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, Noël, je compte sur toi pour faire ma binôme, pour faire mon assistante de live ce soir que je vois pas les commentaires. Merci. Merci. Je vois qu'elle m'envoie les photos et captures d'écran. Ah, Sylvie qui me dit super, merci beaucoup. Je te suis depuis 1 an et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Actuellement, célibataire est tellement bien, j'ai l'estime pour moi, je sais ce que je veux, ce que je veux plus. J'ai perdu beaucoup d'années avec un PN et quand tu l'as démasqué plein de choses, c'est saute aux yeux. Eh ouais. Oui, mais je me rappelle, Jess, que je t'avais eu au téléphone et tout. Je me souviens, mais je suis contente que ça t'aide aussi. Je suis contente que ça vous apporte ces lives parce que c'est vrai que moi, mes tarifs d'accompagnement, j'avoue, ils sont pas donnés. Je sais que pas tout le monde peut nécessairement se payer mes accompagnements et je suis quand même contente si ça apporte des choses aux gens de mon groupe parce que c'est vraiment le but. Après, s'il y a des choses sur lesquelles vous voyez que vous butez, qui sont compliquées ou que vous voyez qu'il y a quand même des choses qui reviennent et tout ça, ben n'hésitez quand même pas à aller voir quelqu'un pour vous faire aider. Parce que quand on a vécu des choses comme ça aussi difficiles, on a quand même besoin d'avoir le regard de quelqu'un de professionnel sur nos comportements, pas parce qu'on est mauvais, hein. C'est parce que même s'il y a des choses dont on prend conscience, moi je vous garantis que j'étais quelqu'un de clairvoyant hein, avant de devenir coach, avant de devenir thérapeute, etc. Hein. J'ai toujours été quelqu'un de vif d'esprit. Peut-être même HPI, j'ai jamais été testée, mais souvent depuis petite on me le dit que je devrais être testée. Mais le truc c'est que ben on n'a pas conscience de ce qu'on rejoue parce que c'est ça le but des schémas inconscients, hein, c'est justement que ce soit pas conscient. Et le but de nos schémas inconscients en fait c'est qu'on survive. Et c'est les mécanismes ancrés en nous qu'on a créés comme ça pour combler nos stratégies. Donc voilà, il y a Noël qui m'a renvoyé encore une petite photo. Moi j'aime bien que Noël elle m'envoie les photos, les captures d'écran. Alors, du coup, Nicole, bonsoir. Est-ce qu'il y aura un replay? Je viens juste de pouvoir me connecter. J'aimerais avoir des renseignements aussi sur le prix du coaching. Merci. Alors, Nicole, du coup, hop. Ce que je te conseille, Nicole, c'est de me demander en ami sur Facebook à mon profil Audrey AV Coaching.
Il y a la majuscule à chaque fois au début, parce que moi je fais des rendez-vous offerts. Le premier rendez-vous est toujours offert pour parler de mon programme d'accompagnement. Parce que le but en fait c'est de faire un peu connaissance, c'est-à-dire que moi j'apprenne un peu à te connaître, à connaître ta problématique, etc. Pour faire un point, pour faire un bilan. C'est un truc qui dure à peu près, normalement de base, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Après, ça dépend de ce qu'on se dit, ça dépend de la problématique à creuser, tout ça, ça peut durer parfois un petit peu plus longtemps. Mais en moyenne, une heure, on va dire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je parle des tarifs de mon accompagnement et tout ça, parce que peut-être aussi que mon accompagnement, il correspond pas à tes besoins aussi. Donc, c'est à ce moment-là aussi que j'évalue, moi, si je peux t'aider ou pas. Parce que j'hésite absolument pas à dire si la personne, je peux pas l'aider. Parce que soit elle a pas encore assez conscience de son problème et qu'il y a besoin d'un travail sur elle, et je me dis, ben, le problème, c'est que pour faire levier en tant que coach, je vais pas y arriver si la personne de son côté, elle est pas volontaire pour avancer. Et d'un autre côté, il y a des gens aussi parfois qui sont hyper avancés, qui n'ont pas forcément besoin de moi. Donc je vais leur dire aussi, mais attends, t'as fait ton travail, ça m'est déjà arrivé. Je dirais à des personnes que j'ai eues au téléphone, non mais t'inquiète pas, écoute, t'as assez bossé, t'as fait ça, t'as réagi comme ça, Et du coup, je leur dis aussi, parce que pour moi c'est important de pas arnaquer les gens justement. Pour moi, le but c'est que les personnes vraiment, elles avancent dans le programme à leur rythme, mais que je puisse les faire avancer, que je sache que je sais qu'il y a des choses sur lesquelles elles vont switcher et que ça va les aider. Après, s'il y a des clients à moi parmi dans le live qui veulent faire leur retour par rapport à ce que je suis en train de dire, faites-le. Hein, si vous avez envie de parler de votre expérience d'accompagnement avec moi, il n'y a pas de problème. Allez-y, faites-le si vous en avez envie. Voilà. Et après, donc la question que tu as posée, tac tac tac. En fait, celui qui est manipulateur, non, il se soigne pas. Hein, les trois, il peut pas. En fait, tu peux pas parce qu'il, je vous dis, un manipulateur ou un PN, c'est juste l'intention qui est différente. Le manipulateur, c'est vraiment l'intention de prendre, c'est son intérêt à lui, il est centré sur lui. Le PN, il va vous détruire, il va vous faire du mal, il va vous vampiriser, il va vous voler votre énergie, votre vie et tout ça. Mais c'est deux personnes qui sont en incapacité, comment dire, de faire un travail sur elles. Le manipulateur, parfois, et c'est vrai qu'il en souffre, il va vouloir changer, mais un manipulateur constitutionnel, en général, il n'arrive pas à changer. C'est vraiment très dur. Ou alors un manipulateur qui change, c'est un manipulateur qui se prend une grosse claque dans la tronche et qui se dit, je veux plus jamais que cette douleur m'arrive, quoi. Voilà. Mais bon, c'est rarissime, quoi. Voilà. Noël, est-ce que j'ai d'autres messages? J'adore. Ta, ta, ta. Voilà. Bah, je crois que peut-être pas. Hein. Est-ce qu'il y a plus de messages par rapport aux questions que je viens de répondre? Ah si. Noël m'a envoyé un message. Alors, merci. Avec plaisir, Jess. Merci Anna. Merci Anna pour ce retour aussi. Voilà, non, le but c'est voilà, c'est pas arnaquer les gens, c'est les aider à avancer. Et ce que je sais, c'est que le programme d'accompagnement, il a beaucoup de répercussions sur la vie des gens. Je crois pour plusieurs raisons. Vous savez, il y a des coachs en marketing qui m'accompagnent et qui m'ont dit, Audrey, tu sais, tu pourrais faire du groupe et tout. Et moi, j'ai du mal à lâcher mon accompagnement solo. C'est vrai que pour la progression, par exemple, de mon entreprise, ce serait bien. Et puis peut-être même par rapport à mes tarifs et tout ça. Mais pour l'instant, je suis pas trop prête à lâcher ça parce que moi, j'ai besoin d'un contact avec mes clients en particulier. C'est aussi ce qui me plaît dans mon travail. Et mon but, c'est vraiment d'aider les personnes à avancer. Et même des fois, je suis un peu dure avec mes clients. Il y a des moments où, franchement, il y a des moments où je les secoue. Hein. Je les secoue vraiment en leur disant, ben, continue de te victimiser ou en leur disant, mais à un moment donné, ben, vulgairement, excusez-moi, mais je leur dis, mais à un moment, il faut que tu poses tes couilles, quoi. Et j'ai tendance à les secouer à des moments, et puis à des moments, j'ai beaucoup d'empathie pour eux aussi, parce que des moments, c'est dur, des moments, je les ai, ils pleurent au téléphone et tout ça, c'est pas terrible.
Mais je les vois tous avancer et je suis tellement heureuse de ça. Je vais regarder les photos parce que Noël, du coup, elle m'a envoyé plein de photos, de trucs à rattraper. Les manipulateurs rejettent-ils toujours la faute sur l'autre? Oui, Aurélia, complètement. Vous pouvez appeler Audrey dès le premier appel, vous verrez qu'elle n'est pas là pour arnaquer. Oui, exactement, Anna. J'ai hâte de commencer avec Audrey. J'ai eu un très bon feeling avec elle au téléphone. Ah, super. Merci, hein, les filles, pour vos retours. Le manipulateur, il se remet pas trop en question. C'est toujours la faute des autres, en fait. C'est son mécanisme, hein, de... C'est pour ça qu'il est bourreau vis-à-vis des autres. Hein. Le manipulateur, on l'assimile au bourreau dans le triangle de Carpan. C'est ta faute, quoi. C'est ta faute. Et d'ailleurs, pour vous faire le comparatif avec l'autre jour, le mot que j'ai mis par rapport à la personne qui s'était permis de dire à je sais plus qui, oui, enfin en gros ton mec est toxique et tout ça, bah ça c'est du mode bourreau en fait, parce qu'on peut pas affirmer de quelqu'un qui est toxique quand on le connaît pas, quand on n'a pas eu 5 minutes d'échange avec lui, quand on ne sait pas aussi ce que la personne rejoue en face, parce que parfois il y a des personnes qui se victimisent sans pour autant que l'autre soit un bourreau vis-à-vis d'elle. Vous voyez tous ces gens qui donnent des diagnostics et qui disent ci ou ça sans connaître la situation et sans connaître rien du tout à part quelques lignes. Ben ça c'est des personnes qui sont en mode sauveur, vous voyez. Elles vont tenter de sauver les gens en pensant avoir raison sur les autres en plus. Sans vraiment connaître la situation, mais comme ça, elles ont la reconnaissance d'un statut, mais qu'elle devrait même pas avoir en fait, parce que par exemple cette personne-là, moi je suis persuadée qu'elle a aucun bagage en coaching, vous voyez, à sa façon de présenter les réponses. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois il y a certaines publications que je ne mets pas, parce que les personnes quand elles posent des questions en public pour qu'on leur réponde, que ce soit des gens X ou Y qui leur répondent, ben en fait ça vous vous mettez en danger. Quand vous exposez vos situations aux yeux des autres qui ne sont pas des professionnels, c'est dangereux. Et moi, je veille à la sécurité des gens dans mon groupe. Si vous avez des questions à me poser, vous venez me les poser à moi en privé. Je vous conseille de me demander en ami, parce que sinon je vais les avoir dans, dans mes invitations par message. Et je verrai pas forcément les notifications en immédiat. Donc demandez-moi en ami, comme ça je vous ai en direct. Mais par contre, arrêtez de vous mettre en danger à exposer vos situations sur les murs. Heureusement que je vois les publications et je ne les valide pas avant. Parce que justement, ça incite les gens qui n'y connaissent rien à vous répondre des trucs qui sont pas du tout justes. Parce que c'est le groupe quand même qui a été créé par une professionnelle qui répond beaucoup de façon gratuite aux gens. Donc à la limite, je préfère vous répondre moi par rapport à vos questions plutôt que vous demandiez en fait à des gens qui n'y connaissent rien, qui sont peut-être même dans les mêmes situations que vous, justement, qui n'ont pas fait de travail sur eux et qui savent pas forcément, ils n'ont pas forcément les clés, ils vont vous répondre un peu ce qu'ils pensent, mais ils vont vous répondre avec leur schéma inconscient, avec eux ce qu'ils vont rejouer, etc., etc. Et c'est pas sain. Et en plus de ça, parmi le groupe, même si je veille à la bienveillance, etc., il peut y avoir aussi des PN et des manipulateurs qui se sont glissés et que en fait vous les connaissez pas et vous savez pas. Moi c'est déjà arrivé une fois, heureusement qu'il y avait une de mes anciennes clientes qui m'avait prévenu, un gars qui s'est immiscé dans mon groupe en racontant que j'avais fait exploser son couple et tout, alors que le gars je le connaissais absolument pas, je l'avais jamais accompagné. Et en fait c'était un gars, c'était un brouteur, c'était quelqu'un qui cherchait à soutirer de l'argent, à faire tomber amoureux les personnes dans mon groupe pour après demander de l'argent, etc. Donc, ne vous mettez pas en danger. Si jamais vous avez des questions à poser, venez me les poser en privé. Moi, il y a toujours un moment dans la journée, même si c'est le soir tard parfois, parce que c'est vrai que j'ai des grosses journées, mais je vous répondrai volontiers, même si c'est le lendemain, c'est pas grave. Mais plutôt que de vous exposer, demandez-moi directement. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour ceux que le programme peut intéresser, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Parce que si vous venez en fait en privé pour me demander un rendez-vous, vous passerez prioritaire par rapport à ceux qui prennent des rendez-vous en automatique sur ma masterclass. Donc ça vous permet de pouvoir vous faire au moins un point, si jamais ça vous intéresse. Il y a Noël qui m'a envoyé tac tac tac. On avance à vitesse grand-mère. Merci Anna. Audrey au top. Merci, c'est gentil Agnès. Agnès, elle me connaît en vrai. Géraldine Vallier, tu as raison Audrey.
Eh ouais, Géraldine, protège-toi. Parce qu'on essaie de rentrer dans la réalité, ouais, il va éviter le sujet. Je me trompe pas, Audrey. Non, ouais, Aurélia, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est que il va battre, en fait, il va battre en retraite. Hein. Soit il va te renvoyer que c'est toi. Ah, ça y est, je commence à avoir quelques notifications. C'est bizarre, ça. Euh, En fait, soit il va dire que c'est toi, soit il va te dire ah mais toi t'as fait pire que moi, soit il va te dire ben toi aussi tu l'as fait, soit il va changer de sujet. Mais dans tous les cas, toi tu vas être victime et tu vas te sentir victime, et dans tous les cas il va être bourreau puisque lui il va t'accuser en fait, il va accuser que c'est toi, il va retourner la responsabilité contre toi, et toi qui as des blessures et des failles, c'est-à-dire faille d'abandon, faille de rejet. Et ben forcément ça va, comme ça te renvoie tes blessures, ben tu le prends pour toi. Et tu vas te dire bah, peut-être qu'il a raison, ou tu vas vaciller, puis tu vas y rester parce que tu vas être quand même dans le doute de toi, puisque tu manques d'estime de toi, tu manques de confiance en toi. Donc c'est comme ça hein, qui nous ont les manipulateurs et qu'on y reste. Mais c'est pour ça qu'il y a un gros boulot à faire derrière. Mais ce boulot-là, s'il est ciblé correctement, en 3 mois, c'est fini quoi. Tu vas en rigoler bientôt, Aurélia, surtout après le programme d'Audrey. Incroyable mais vrai. Ah, merci, Anna. Tu vois, je commence à voir les commentaires. Je comprends pas pourquoi je les voyais pas tout à l'heure. Comment... Tac, tac, tac. Ah ouais. Est-ce qu'on était dans... C'est un truc de fou, je commence à voir les commentaires. Merci, Noël. Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr qu'à la fin, on en rigole. Hein. Enfin, je sais pas si Anna, tu peux en témoigner, mais en tout cas, il y en a plein qui... Même avant les 3 dernières séances du programme, dans mon programme, il y a 10 séances, on va dire, en moyenne. Et même avant les 3 dernières séances, on est déjà sorti déjà de beaucoup de choses et on a déjà pigé beaucoup de choses. Et Caroline RS, ah, je vois. Sans Audrey, je serais encore au fond du gouffre à pleurer, à culpabiliser et me demander pourquoi Audrey, tu es cette lumière au bout du tunnel. Merci. Ah, mais ça me touche les filles. Mouah, je vous fais plein de bisous. Parce que moi, mon système aussi, ce que j'explique souvent, c'est que moi, je crée un lien avec mes clients, clientes, c'est important pour moi parce que on vit tellement des trucs dégueulasses. Enfin, moi, ces trucs dégueulasses, je les ai vécus. Et j'ai pas envie de larguer les gens que j'accompagne, vous voyez. Alors autant, c'est vrai que c'est pas donné mon programme d'accompagnement, j'avoue, hein. Mais par contre, j'y mets du cœur dans ce que je fais. Voilà, c'est ça qui compte pour moi. Ma mission est finie. Ouais, merci, merci Noël. Noël, elle est super gentille. C'est quelqu'un que j'ai connu, on se connaît depuis à peu près 1 an. Ça doit être ça, Noël, un peu plus d'1 an. Et, euh, et c'est quelqu'un de très très gentil. Si vous avez envie d'échanger avec elle, vous pouvez parce que c'est quelqu'un d'adorable. Et dès qu'on lui prouve ce qu'il a dit ou le dire devant son entourage, il va devenir agressif psychologiquement ou physiquement. Alors pas systématiquement, parce qu'il y en a qui sont dans la fuite, mais ça peut arriver, oui. Ah, Anne-Laure, aussi. Oui, d'ailleurs, à quand une grande rencontre? Il y en a plein qui me demandent ça de mes clients. C'est pas donné, mais pas de regret de l'argent, vraiment, ça vaut 10 ans de psy. Ah, merci Anna. Ah, Nathalie. Ah oui, bah, à demain Nathalie, à demain au rendez-vous, ouais. Oui, voilà, ben voilà, vous avez eu un petit peu le panel des personnes que je suis, qui font l'accompagnement avec moi. Je vous remercie, voilà, pour ces retours. C'est super chaleureux pour moi de recevoir ça parce que vraiment, mon métier, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Et y aura-t-il un replay? Je n'ai pris que la fin du live. Nicole, ben, je vais essayer parce que comme j'expliquais tout à l'heure, je l'ai pas fait comme d'habitude. D'habitude, je pars de mon événement et à la fin, il me demande si je veux l'enregistrer. Mais là, je sais pas s'il va me demander. Donc, je vais essayer d'enregistrer. Ce que je ferai, Nicole, c'est que si j'arrive à l'enregistrer, je vous l'enverrai en privé, Nicole. Mais par contre, il faut juste veiller à ce que je puisse accéder à votre messagerie privée, parce que parfois, je peux pas accéder aux messageries privées, puisque les personnes, elles ont bloqué les paramètres. Donc, demandez-moi en ami à Audrey AV Coaching, et ça me permet, comment dire, de pouvoir vous envoyer le live en direct. Pourquoi d'ailleurs ton programme est cher par rapport à d'autres coachs? Alors, j'ai pas compris le sens de la question. Si c'est une affirmation ou si c'est une question, si c'est par rapport à d'autres coachs. Non, en fait, par rapport à un suivi en individuel, par rapport aux autres coachs, il est dans les mêmes prix que les autres coachs, honnêtement. Après, les suivis qui sont moins chers,
En fait, c'est parce que les autres coachs, ils mettent tout simplement des trucs en ligne qui se font tout seuls, ou c'est des tarifs de coaching de groupe, et pas des tarifs de coaching en individuel. Moi, je trouve que perso, l'individuel, c'est ce qui fait le plus avancer parce que ben, on va parler de ta vie à toi et vraiment rien que de toi. Après, c'est vrai que l'avantage, il y a des avantages aussi au coaching de groupe. Hein. Le fait d'avoir l'expérience des autres, les autres posent parfois des questions que nous, on va pas penser à se poser. Moi, j'y réfléchis beaucoup aussi à des accompagnements de groupe, mais j'en suis pas là pour le moment. Et mais voilà. Mais moi, comme c'est des heures à chaque fois en individuel, et ben tu en profites à fond quoi de ton heure avec moi. Puis c'est quand même un regard particulier parce que je vais t'arrêter sur des choses essentielles pour toi et je vais t'arrêter certainement aux bons endroits pour toi à aller bosser et à aller creuser pour que tu puisses changer, que tu puisses ne plus reproduire. Et c'est ça qui fait les lanternes qui s'allument et c'est ça qui fait la richesse de ce que tu apprends en fait. Hein. C'est comme un peu, vous savez, alors je fais pas la voyante, hein, mais c'est un peu comme quand les voyantes elles vous tirent les cartes ou que vous voyez des médiums ou des choses comme ça, c'est que elles vous parlent vraiment que de vous, de votre vie, de votre avenir et tout ça. Ben voilà, là, ben en séance, en fait, on parle que de vous et de votre vie d'aujourd'hui et voilà. Et du coup, alors qu'est-ce qu'elle dit? Je trouve que le fait que le programme soit cher permet aussi de ne pas se débiner, ne pas s'abandonner en cours de route. Il y a un vrai engagement envers soi-même. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, Anne-Laure. On s'y met à fond au lieu d'essayer plein de trucs différents, une énergéticienne par-ci, une psy par-là. Et ouais, tu sais de quoi tu parles, Anne-Laure? Et oui, non, mais moi aussi, non, mais après, moi, je suis engagée avec les personnes. Et les personnes, elles sont engagées avec moi. Et on va jusqu'au bout du chemin. C'est-à-dire, moi, je vous mène à la fin du tunnel, hein, comme le disaient les filles, en fait. Hein. Oui, non, je suis pas à la minute parce que, voilà, si j'ai pas de rendez-vous derrière, franchement, comme j'aime mon métier, c'est pas un problème. Je garde les personnes volontiers, quoi. Et, la PNL, c'est de la programmation linguistique. C'est une façon de reprogrammer en fait ton cerveau de façon à ce que tu perçoives les situations sous un autre angle. Ça t'aide à switcher, si tu veux, à percevoir les situations sous un autre angle pour pouvoir réagir différemment. Dans le programme, il y a aussi de la PNL. Dans ma formation de coaching, j'ai de la PNL aussi, ouais. Après, la PNL, ça suffit pas forcément pour sortir de la dépendance affective. Ça permet de switcher certaines choses, mais la dépendance affective, c'est autre chose, hein, parce qu'il y a tous les besoins derrière à s'occuper, à se préoccuper, les blessures de façon inconsciente, à les conscientiser. La PNL, c'est un outil, en fait. Hein. C'est pas forcément une thérapie complète. Voilà, juste pour ça. Voilà. Bon, ben, est-ce que vous avez d'autres questions? Bonne soirée, Jessica. Hop. Oui, franchement, quand je vois le nombre de personnes que j'ai vues, hypnothérapeute, psy, thérapeute Reiki, je me dis que si j'avais mis le prix avant, j'aurais déjà avancé. Et ouais, mais c'est ça, moi j'ai fait ça aussi, Géraldine, pendant des années. Pendant des années, si tu savais tout l'argent que j'ai perdu chez les psys, et alors psy couvert des courants divers et variés, je confirme, Audrey ne regarde pas sa montre. C'est gentil, Ghislaine. Et ouais, non, je la regarde juste si je vais être en retard derrière pour les autres clients quand même. Mais c'est vrai que quand j'ai personne derrière, moi j'aime bien, c'est un métier qui me plaît tellement que du coup, bah, je reste avec vous, quoi. Et voilà, non, je suis contente d'avoir fait ce live avec vous. J'espère que ça vous aura apporté, que ça vous aura permis de comprendre au moins les mécanismes de ce qui se passe dans une relation toxique, que ça aura pu éclairer du coup la personne qui m'a demandé aussi de traiter le triangle de Karpman, mais je crois qu'il n'était pas là ce soir. Donc j'espère que je vais pouvoir vous enregistrer tout ça en replay. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présente et puis présent, parce que je crois qu'il y avait un homme parmi nous aussi à un moment. Est-ce que j'ai voulu transmettre mon intéressement pour le développement personnel? Alors, il m'a répondu, je m'en fous de ta psychologie de merde. J'écoute pas les lives et les dictons car c'est de la connerie. Ah oui, d'accord. Ah, merci Elodie. Audrey est une coach en or, je ne regrette rien. Ah, merci Elodie, c'est gentil, ça me touche. Avec plaisir Arnaud. Bon, ben, je suis contente d'avoir eu tous ces retours-là. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. À tous mes clientes, ben, je vous dis à très vite dans la semaine. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Avec plaisir, Véronique, du coup.
Et puis voilà, et pour ceux qui ont envie de prendre des rendez-vous avec moi, bah écoutez, les bilans, c'est offert. Si vous avez envie d'avoir un premier contact avec moi, voilà, comme je vous dis, en fait, le seul hic avec moi, c'est que mon programme, il n'est pas donné. Mais après, d'un autre côté, quand j'ai les rendez-vous, je ne force personne à le prendre, que ce soit bien clair, parce que je veux pas instaurer une relation toxique avec les gens. Donc voilà, ça vous, en fait, vous perdez rien à prendre un petit coup de fil avec moi et à demander. Voilà. Tant de persos de merde, sauf que nous on progresse. Et oui, Anna, toi tu progresses. À vendredi, Anna. Au revoir, Aurélia. Au revoir, les filles. Au revoir, Agnès. Au revoir, Ghislaine. À très bientôt, Ghislaine. Et prends soin de toi, Ghislaine. Et tiens-moi au courant des petites choses. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Et puis je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas en privé à me dire s'il y a des sujets, des thèmes qui vous intéressent. Moi, ça me donne des idées parce que j'ai des journées assez overbookées par rapport à mes rendez-vous et tout ça. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup vous faire des lives. Mais si vous me donnez des idées de thèmes, c'est encore mieux pour moi. Ça me permet de savoir ce qui vous intéresse. Bonne soirée à tous. Au revoir.